J'aimerais donc partager avec vous 4 points, et je prendrai du temps sur les 2 premiers et ensuite je céderai ma place ici au pupitre, sur cette idée que le cerveau, naturellement, chez l'humain, a quelques attributs qu'il convient de voir dans une spécificité à l'humain. C'est-à-dire qu'en gros, en comprenant comment fonctionne notre cerveau, on comprend ce qui nous rend humains et ce qui nous différencie des animaux, par exemple. On verra dans mon premier point que s'il y a un organe du changement, un organe qui nous permet de nous adapter au changement, c'est le cerveau. Et on verra même que la motivation, quand on parle de motivation, eh bien, c'est simplement une force égocentrée dont nous sommes tous porteurs, qui n'a de cesse que de vouloir, cette force, s'exprimer par le fait qu'un sujet soit capable d'acquérir des nouvelles compétences en permanence. C'est-à-dire qu'on partira ici du postulat que quand nous naissons, nous ne sommes pas finis, nous sommes des grands handicapés. Et qu'on va s'en sortir par l'attention, le soin à l'autre. En anglais, on parle du care. Eh bien, cette idée-là, c'est qu'on prend conscience que le cerveau à la naissance, il a de l'information, un tout petit peu, c'est la partie innée, c'est l'information qu'on a bien voulu lui introduire par les gènes dans ce cerveau, mais le reste de toutes nos compétences vont être acquises lorsqu'on va être confronté au monde qui nous entoure. D'abord à nos parents, d'abord à des institutions, d'abord à tout l'écosystème autour de nous qui nous entoure. Et comme par essence, cet environnement change, eh bien, la condition sine qua non du bien-être aujourd'hui, il peut s'objectiver, peut être matérialisé, quantifié, le bien-être, c'est combien notre cerveau est dynamique. Avant de rentrer dans cette salle, si j'avais pu mettre un scanner, je vous fais passer dans un scanner, je prends une image de votre cerveau, puis à la sortie de cette rencontre, je fais de nouveau une autre image, donc AT plus delta T. Eh bien, je m'apercevrai que si vous êtes en bonne santé mentale, et vous m'avez l'air d'être en bonne santé mentale, j'aurai du mal à superposer les 2 images parce qu'elles ne sont pas superposables. Parce qu'il y aura des mouvements, il y aura eu de la dynamique dans ce cerveau. Et on verra, ce qui produit la dynamique mentale et cérébrale, c'est l'information. Donc en gros, une petite phrase, et puis vous pouvez vous reposer, c'est parce que le cerveau est informable qu'il est déformable. Et c'est quand je suis face à l'information. Mais on verra que cette information, c'est mon deuxième point, eh bien, elle a quelques attributs, quelques traits, quelques caractéristiques que nous devons respecter pour que cette information, ce changement, nous fasse du bien. On verra que, par exemple, il y a un tempo à respecter et que quand cette information est trop rapide, ce n'est pas mon cas, mais si j'avais passé les diapositives toutes les 10 secondes, je vous aurais condamné à savoir, mais pas comprendre. Or, le savoir détruit le cerveau, le comprendre l'épanouit. Donc, en gros, là, la conduite qu'on doit avoir tous les jours, c'est de se dire, attends, ce que je reçois là, c'est intéressant, c'est utile, ou c'est futile? Et où est-ce que je mets le filtre? Eh bien, est-ce que ça me fait comprendre ou ça me fait savoir? À partir de maintenant, vous n'allez plus regarder le journal télévisé de TF1. Pareil. Vous allez plutôt préférer Arte, qui prendra le temps de développer un thème et vous faire comprendre. Pas savoir, comprendre. Vous voyez? Bien. Après, je m'arrêterai sur l'organe du désir. Pour le désir, il faut attendre, évidemment. Voilà ces belles images que, dans les laboratoires ou dans les services hospitaliers, on peut obtenir sur l'architecture de notre cerveau. Alors, si j'arrive, il y a un point, voilà. Donc, aujourd'hui, ces belles images nous montrent un cerveau construit, mais ne gardez pas en tête ces images parce qu'elles portent une erreur, c'est qu'elles nous donnent l'impression d'un cerveau statique. Et la seule chose que je vous ai dit, s'il y a un paramètre objectif du bonheur, c'est la dynamique, c'est-à-dire l'incapacité de superposer 2 images, l'une prise à un instant T et l'autre à T plus delta T. Donc, la seule image qu'il faille retenir de notre cerveau, ce n'est pas ces belles images de nos cerveaux par l'imagerie fonctionnelle, mais c'est plutôt, pour ceux qui êtes allés à Barcelone, vous avez certainement vu la Sagrada Familia, cette fameuse basilique. Depuis sa naissance, il y a des grues. Vient de grâce.
gardez le chantier toujours en activité. Ouvrez-vous au changement. Sachez que le cerveau se nourrit du changement et se détruit de la routine. J'aime à dire que toutes les substances qui se terminent par in sont dangereuses pour le cerveau. L'amphétamine, la cocaïne, la routine fait partie aussi de ces drogues mauvaises pour le cerveau. Et donc, notre cerveau gardera cette dynamique cérébrale parce que, depuis la naissance, il est en chantier et on évolue dans le temps avec toujours cette capacité-là, à condition que, évidemment, je sois ouvert au changement, que je lui donne du changement. Donc, pour toute information que je reçois, si elle m'interpelle, si elle me conduit à m'émerveiller parce que, voilà, j'ai compris, eh bien, je serai dans cette dynamique cérébrale. Et ce concept de l'idée d'avoir des grues dans notre cerveau, je vais l'expliciter d'une autre façon à partir du concept qui avait été édicté par Hannah Arendt, cette philosophe et sociologue qui avait qualifié l'espèce humaine d'homo faber, c'est-à-dire l'humain qui fabrique des outils. Vous avez ici notamment un outil qui a été inventé, moins 4500 ans avant Jésus-Christ, à peu près entre le Euphrate et le Tigre, là où en ce moment ça pète pas mal. C'est l'écriture cuniforme, c'est donc le peuple des Sumériens. Effectivement, dès lors que l'on a inventé l'écriture, l'usage de l'écriture a fait que notre cerveau a été modifié, comme le montre cette lithographie, où vous avez ici une main qui tient un crayon. Que fait le crayon? Il dessine une main artefactuelle, mais la main artefactuelle, elle modifie le géniteur. C'est un concept que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. C'est l'idée que derrière cette main, il y a un cerveau. Ce cerveau invente des outils. Et quand d'autres avant nous ont inventé l'écriture, eh bien nous, le fait d'utiliser l'écriture a vu notre mémoire dite de travail divisée par 3, par rapport à un singe, qui lui n'a pas encore inventé l'écriture. Donc sa mémoire est plus puissante, 3 fois plus puissante que la nôtre. Vous voyez donc, l'usage des outils, vous allez les utiliser et vous modifiez votre cerveau. On a la même chose aujourd'hui sur la disparition du mémoire sémantique, 1515 égale Marignan, au profit maintenant d'une autre mémoire qui est une mémoire procédurale. On me dit 1515, va chercher sur Internet ce que c'est, je vais travailler, je vais trouver, rebondir sur des moteurs de recherche, j'aurai trouvé. Mais si un mois plus tard on m'interroge, alors c'était quoi 1515? J'aurais oublié. Et alors on me dira, c'était Marignan. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on m'aura dit Marignan, je me souviendrai que j'ai stocké dans ma mémoire, non pas le résultat de mes recherches, mais la stratégie que j'ai utilisée pour trouver la solution. Ça veut dire qu'en gros, là on voit au XXIe siècle encore des stratégies opératoires qui changent parce que nous avons des outils. Monsieur Steve Jobs est passé et qu'il nous offre un objet connecté nomade. Quand je l'utilise, je modifie mon cerveau. En somme, là, une mémoire sémantique est en train de disparaître au profit d'une mémoire procédurale. Il faut bien voir tous les objets connectés aujourd'hui comme des appuis mentaux. On utilise ces objets pour appuyer notre mémoire. Ça veut dire que si je délègue, je ne vais plus l'utiliser. Mais ce qu'il faudra bien comprendre, c'est qu'en déléguant de la mémoire à des objets connectés, je vais devoir utiliser mon cerveau pour faire autre chose. Parce qu'il y a des choses que je ne pourrai jamais déléguer. C'est la compassion, c'est l'empathie. Et je reviendrai sur cette dimension-là tout à l'heure dans mon dernier point. Mais gardez donc à l'esprit l'idée que ce cerveau soit reconfigurable parce que nous allons être toujours face à de la nouveauté autour de nous. Ne dites pas ce truc-là c'est pour les autres, moi ça ne m'intéresse pas, parce que là, à ce moment-là, vous décidez d'enlever les grues du chantier et votre cerveau restera à l'âge où vous avez décidé, quand vous avez pris cette stratégie, de rentrer dans la routine. Et d'où vient cette idée que le cerveau se nourrit du changement? Alors vous dites là il abuse, il a dû lire 50 nuances de gris, on nous dit que ça fait du bien de faire du mal. Non, c'est pas ça du tout. C'est simplement, quand vous regardez l'Odyssée de l'espèce humaine, vous vous rendez compte que pendant 8 millions d'années, et un peu plus même, notre cerveau, le cerveau des ancêtres,
australopithèque, est resté cantonné à 500 cm3. Je peux vous dire, messieurs, vous ne pouvez pas regarder un match de foot, décapsuler une bière et grignoter des chips avec un cerveau de 500 cm3. Ça, c'est même pas suffisant pour faire ça, vous voyez. Donc, avec 500 cm3, ceux qui l'avaient, eh bien, vous voyez là, ils sont restés pendant des millions d'années à 500 cm3, mais ce cerveau-là suffit pour l'australopithèque parce qu'il vit dans un monde stable, qui ne bouge pas. La température nocturne et diurne, 25 degrés. On a un coup de faim, il y a toujours des fruits dans les arbres. Et puis, si de temps en temps il faut une ration protéinée, je vais trouver un cadavre dans les champs. Donc, c'est le Club Med tous les jours. All inclusive. Je n'ai rien à faire, j'ai juste à souhaiter et mes vœux sont exaucés. Donc, un cerveau de 500 cm3, ça va. Mais il va y avoir des problèmes qui vont arriver. A, B, C et même D, qui n'est pas encore marqué là, ce sont les éléments disruptifs, des inventions, des changements radicaux. Il y a un avant et un après. L'invention du feu. Quand vous criez à table, vous ne vous rendez pas compte combien c'est une communion. Communion de point de vue, une communion, on partage les mêmes opinions. Ce n'est pas pour rien que quand on fait des statistiques dans une nation, on compte le nombre de foyers. Nombre de foyers, c'est-à-dire entités pertinentes, qui voteront pareil, qui mangeront pareil, qui auront des loisirs identiques, etc. Vivre dans un foyer, c'est partagé. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je vous renvoie ici à Claude Lévi-Strauss, Le cuit et le cru nous explique que l'émergence de la cellule familiale, du cerveau social en quelque sorte, celui qui prend soin de l'autre, va naître dès lors qu'on invente le feu. Avec l'invention du feu, en plus, il y a autre chose, mais là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, c'est la maîtrise de la peur. Parce qu'on n'est plus dans l'obscurité, et oui, parce qu'on est très mauvais donc, dans l'obscurité. On n'est pas capable de voir des infrarouges, on n'a pas un odorat développé, l'écosystème, l'écolocation par l'audition, on n'est pas bon. Donc nos ancêtres étaient terrassés lorsque le soleil s'était couché. L'invention du feu fait qu'on maîtrise cette peur. Enfin voilà, donc il y a un avant et un après à cette époque-là. Puis vous voyez après, si pendant 8 millions d'années le cerveau est resté à 500 cm3, les événements changeants vont arriver de plus en plus vite. Vous avez ici, on tombe des arbres. Et là aussi, il y a eu un réchauffement climatique, les feuilles tombent, et donc nous, on ne peut plus se cacher dans les arbres, on est obligé de partir. Et on quitte le berceau natal, la Tanzanie. Et là, il va y avoir des migrants sur la planète, là aussi. Vous arrivez sur la mer, vous dites, c'est quoi ce truc-là? Ça mouille. Il va falloir apprendre à chasser, à pêcher. Et puis, il y en a d'autres, là, c'est ceux qui se sont arrêtés sur le croissant fertile. Et puis, il y en a d'autres qui vont continuer leur ascension vers le nord. Ils vont se retrouver dans les Carpates. Et là, il n'y a pas le téléphone portable pour appeler Hermès et vous faire livrer une fourrure. Il faut l'inventer. Donc, vous voyez que tous les problèmes... tous ces problèmes-là... On ne peut pas revenir en arrière? Voilà. Tous les problèmes qui vont advenir vont faire que ce cerveau va être incité à se développer parce qu'il faut trouver des solutions rapides. Et comment le fait-on? Non plus par la sélection génétique, mais par l'intelligence. Et je vous rappelle que s'il y a une seule définition de l'intelligence universelle, c'est le pouvoir d'adaptation au changement. Avant-dernier révolution, c'est l'écriture. L'Homo sapiens devient sédentaire parce qu'on va commencer à maîtriser le végétal et l'animal, c'est-à-dire l'agriculture et le cheptel. On va devoir consigner le nombre de grains qu'on va stocker dans des lieux. Comme on invente l'écriture, il faut inventer le mode d'emploi, c'est-à-dire la païda chez les Grecs, c'est-à-dire la pédagogie. Vous allez instruire, vous allez pouvoir être dans le collaboratif. Avant l'avènement de l'écriture, on est dans le combat. Après l'écriture, on est dans la collaboration. On est ensemble, on va apprendre ensemble, on va écrire ensemble, on va lire ensemble. Et puis évidemment, vous dites que là, aujourd'hui, au temps zéro, la rupture, ce qu'on appelle les changements disruptifs, c'est le digital. Il y a eu un avant et un après le digital. Aujourd'hui, cette entreprise Cisco, par exemple, nous dit que si en 2015, un terrien avait en moyenne 3,4 ou 5 objets connectés,
5 ans plus tard, ce chiffre aura doublé. Donc vous voyez, aujourd'hui, la source du changement, c'est le digital. Comme l'écriture l'a été, comme l'invention du feu et comme la bipédie ont été des moteurs pour que notre cerveau finisse par tripler de volume, puisqu'il était à 500 cm3 quand le monde ne bougeait pas. Aujourd'hui, il fait 1500 cm3, multiplié par 3, c'est une belle moto. Et donc là, aujourd'hui, après avoir parlé, essayé de faire cette démonstration un peu rapide sur la nécessité de s'ouvrir au changement, j'aimerais maintenant attirer votre attention sur le fait que ce changement soit essentiellement porté par le digital. Et donc, on va voir les enjeux qui se jouent sur cette idée-là. C'est notamment l'abolition des 3 fameux temps, dont le premier à avoir discuté de ces temps-là et à avoir réfléchi et philosophé, c'est saint Augustin, qui disait il y a le présent du passé, c'est ce qu'on appelle la mémoire, il y a le présent du présent, lui il appelait ça la contemplation. Je vous montrerai que le présent du présent, quand vous vivez le présent, vous vivez des émotions. Là, j'espère, ou vous me détestez, ou vous aimez, mais de grâce, ne restez pas dans l'ennui. L'ennui étant défini comme étant absence d'émotion. Un enseignant doit d'abord être là, ou quelqu'un qui transmet de l'information, il doit d'abord s'assurer qu'il transmet des émotions. Car si le cerveau n'a pas d'émotion, il n'est pas une éponge, il ne va pas recevoir l'information telle qu'on aura bien voulu la donner. Rappelez-vous du chien de Pavlov, la cloche, et il apprend à saliver. Oui, mais parce qu'il a trouvé de la viande dans la gamelle. Si vous lui mettez des punaises, des clous dans la gamelle, il n'apprendra jamais à saliver. C'est parfois la situation que vont rencontrer des élèves à l'école. La gamelle, il y a plutôt des clous que du plaisir, vous voyez ? Parce que quand un enseignant va vous dire ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, il devrait plutôt insister pour vous dire non, ça a été bien, ça c'était bien, ça c'était bien. C'est ça l'idée. Donc en tout cas, de transmettre des émotions. Ici, la grande, révolution du digital nous conduit... Ah oui, j'ai pas fini, parce que je vous parlais du présent du passé, du présent, et saint Augustin nous dit il y a le présent du futur. Et il appelait ça l'espoir. Moi, j'appellerais ça le désir. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que notre cerveau a une activité mentale qui nous permet de nous transporter dans le futur. C'est pas mal quand même. Et de revenir dans le présent et de vous comporter en fonction de ce que vous avez simulé dans le futur. Non pas vous comporter dans le présent pour avoir le plaisir, mais de vous comporter dans le présent en fonction de ce que vous avez vu dans le futur, donc le désir. Le problème du digital, c'est que les chiffres arabes ou romains de nos cadrans sont en train d'être substitués par des logos du digital. Et là, c'est la fusion des 3 temps en un seul. Je veux tout de suite, ici et maintenant. Avec le digital, on veut tout de suite parce qu'on vit que le présent. Avec le digital, c'est le présent du présent. Abandon du passé, abandon du futur. D'où, par exemple, la possibilité de faire entrer n'importe quoi dans la tête des gens. La Terre est plate. 10% pensent que la Terre est plate. Quelle est la meilleure façon de se prémunir contre l'idée que la Terre soit plate? Eh bien, c'est simple. C'est de connaître l'histoire des sciences qui ont permis de faire des observations cumulées au cours du siècle pour arriver à ce constat. Avant d'envoyer une fusée dans l'air et de voir effectivement elle est ronde, tous en restant sur la Terre, on savait à un moment donné, après Galilée, que la Terre était ronde. Mais il y a eu des étapes scientifiques qui ont été franchies. Donc, tout ça pour vous dire que vous pouvez être critique sur l'information que vous recevez et dire « Non mais arrête, t'exagères là, et Galilée dans tout ça ». Mais celui qui va vous dire « La Terre est plate », il fait fi du passé. Et il fait fi du futur. Il vit qu'un seul temps. Vous voyez, donc ça peut être très dangereux. Et puis, il y a d'autres formes, mais là, on ne va pas en parler. C'est les gens qui ne peuvent pas attendre, qui vivent que par la quête du plaisir. Eh bien, ils ont une menace qui est la plus forte, probablement, c'est de voir leur libre arbitre disparaître. Ils ne font plus vraiment tout ce qu'ils doivent faire en fonction de l'analyse de la situation dans laquelle ils sont. Ils vont choisir une option A par rapport à 4 ou 5 options, mais simplement parce que A, ils savent que A entraînera du plaisir, plus fort que les autres formes de décision. Et là, on voit ici des troubles, par exemple, dans l'extrême de l'addiction.
Et vous avez de plus en plus des formes de consommation qui peuvent conduire à l'addiction parce que le plaisir devient le seul moteur pour générer des comportements. Et normalement, avec la possibilité de voir le futur, c'est donc d'avoir du désir. Eh bien, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le désir, c'est un cerveau qui sécrète de la sérotonine. Donc, vous vous rappelez, il y a un philosophe de l'école des stoïciens qui s'appelle Sénèque qui nous dit « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». C'est déjà, on est chez les présocratiques, on sait déjà que le bien-être d'un sujet, c'est quand vous avez une boussole qui vous dit où vous allez. Ça veut dire que quand on se lève tous les jours, on doit avoir un objectif. Court terme, moyen terme et long terme. Et plus vous serez dans cette dimension de vous simuler ce que vous serez dans 10 ans, ce que vous ferez, ce que vous aimez, pourquoi vous vous levez le matin, qu'est-ce qui vous motive, etc., eh bien votre cerveau baigne de sérotonine. Et ceux qui n'en ont plus prennent du Prozac. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est le Prozac à la seule... Et comme nous, quand on se lève le matin avec un objectif, quand vous ne l'avez pas, là, votre comportement, c'est le plaisir, que commencez à chuter, on vous donnera prendre du Prozac. Mais c'est une erreur, parce que le Prozac, on peut le former, sécréter nous-mêmes naturellement, quand on est porteur de projet, quand on a une vision à long terme. Donc, vous voyez, la grande menace, c'est ça. Alors, j'ai fini mon introduction. Il me reste combien de temps, là, pour la première partie ? Je n'ai pas fait attention au temps. Ça va ? Bon. Écoutez, si vous dormez, vous me le dites et j'accélère. Donc, la plus grande menace du cerveau au XXIe siècle, c'est d'être appréhendé par cet écosystème numérique qui nous entoure, qui n'utilise pas son téléphone portable, qui n'utilise pas les tablettes, etc. en permanence par jour. Bien sûr, nous tous, peut-être, en tout cas. Mais il y a un grand danger que j'aimerais ici illustrer par ce qui s'est passé en mars 2016, où le plus grand de ce monde, qui joue du jeu de Go, va entamer une partie contre un algorithme. Il est donc face au digital. Et il va jouer et perdre une fois. Puis, il entame le lendemain une seconde partie, il joue, il perd. Vous savez que le jeu de Go se joue en 5 manches. Donc, si vous en perdez 3 d'affilée, vous avez perdu la manche. Donc, la deuxième, il va faire des déclarations aux journalistes qui l'interrogent en disant « Vous inquiétez pas, c'est pas facile de jouer contre un robot, c'est la raison pour laquelle j'ai perdu les 2 fois précédentes, mais là, demain, pour la troisième partie, je vais me concentrer, je vais être hyper attentif, c'est-à-dire je vais faire appel à tous mes automatismes que j'ai, moi, accumulés par mon expérience de maître, d'expert. » Et donc, le troisième manche, il entame la plus concentrée possible, cette façon la plus concentrée possible, il entame cette partie, il joue, et il perd. Donc, il a perdu. Mais l'histoire, c'est un peu, ça ressemble, plus je la raconte, plus je pense à La Fontaine quand je raconte cette histoire. Ça ressemble à une fable de La Fontaine. Il va entamer la 4e manche. Et dans cette 4e manche, vous avez ici un homme qui est défait, dépité, dégoûté, écœuré. Et donc, il est toujours sur les processus automatiques rationnels. Il calcule, comme Descartes nous disait, cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Donc il pense, il réfléchit, il analyse, il pousse les pions, mais je vous ai dit, c'est quelqu'un d'écœuré et de dégoûté. Donc dans ces processus cognitifs, de calcul, il y met aussi maintenant une valence affective. Ça veut dire que quand il pousse, au lieu de s'arrêter, il va aller un petit peu plus loin. Ou au contraire, au lieu d'atteindre le but, il s'arrêtera un peu avant. C'est ça les processus affectifs qui viennent nourrir les processus de décision rationnels et cognitifs. Résultat des courses, la 4e partie, quand il la joue comme ça, il a gagné. C'est donc, tous les jours, vous devez vous poser la question, moi, en tant qu'humain, qu'est-ce que j'amène comme valeur ajoutée quand j'interagis avec les autres, quand je suis avec mes amis, quand je suis au travail. Je dois réfléchir, qu'est-ce que j'amène comme valeur ajoutée en tant qu'humain que les algorithmes et tout ce qui nous entoure autour de nous ne savent pas faire. Car n'oubliez pas que quand on a fait naître l'intelligence artificielle en 1953 au MIT, c'est qu'on a voulu sortir de notre cerveau tous les processus cognitifs automatiques. Donc c'est la raison pour laquelle il a perdu les 3 fois. C'est qu'il a réfléchi comme un algorithme. Évidemment, l'algorithme, aujourd'hui, il calcule plus vite que nous. Donc si vous êtes comme un algorithme, demain, vous allez être ubérisé. Vous disparaissez dans un trou noir.
Donc, pensez que l'humain se caractérise par la possibilité de prendre des décisions avec une nourriture affective, avec les émotions. Et voilà, ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, bien qu'ils aient reçu l'invitation, et ils ont répondu, non, moi, je n'ai pas le temps. Vous voyez, ils sont là, ils traitent leur mail. Alors, c'est affligeant parce que le premier de cordée, là, il est fatigué. Ceux qui vont faire appel à des processus automatiques toute la journée seront épuisés psychiquement. Il faut bien le comprendre. Celui qui arrive en se disant « Oh là, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui », il vient à 7 heures du matin pour vraiment être efficace, et il s'en va à 22 heures, fier de lui. Mais il a travaillé toute la journée comme ça. Son cerveau, est-ce qu'il est en panne? Et je vais arrêter là après. Est-ce qu'on peut démarrer la vidéo? Voilà, la personne qui est bombardée d'informations. Cognition, on lui demande de faire des calculs mentaux. Perception, elle a des filets odorants qui lui arrivent sous le nez. Action, on lui demande de simuler l'engagement au tennis, mais elle ne bouge pas, elle est sous un scanner. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fonction des tâches qui sont demandées, requises de l'extérieur, eh bien, son cerveau est engagé par des petits modules qui rentrent en activité, mais vous voyez qu'il y a très peu du cerveau qui s'engage, finalement. Et là, ça, c'est les personnes qui travaillent en automatique. Et là, j'ai fait quelque chose, c'est que j'ai quitté la pièce et j'ai laissé la personne dans le scanner en lui disant « J'ai besoin de prendre un café, je reviens dans 2 minutes ». Je ne suis jamais revenu. Donc voici ce cerveau 1 heure plus tard, 1h30. Est-ce qu'on peut démarrer le film? Vous voyez ce qui se passe là? Tout le cerveau est engagé. Pourquoi? Parce qu'en partant, j'ai mis un magnétophone qui a continué à poser des questions à cette personne. Mais cette personne, elle commence à se dire « Mais c'est n'importe quoi cette machine, elle ne me corrige pas quand je me trompe. Mon ami qui est parti en me disant qu'il revient dans 2 minutes, ça fait 1h30 que j'attends, il est parvenu. » Enfin, c'est Kafka, quoi, avant l'heure. Et donc, au bout d'un moment, il va rendre les armes, se mettre dans sa bulle, ne plus écouter la machine qui lui parle. Et là, il est non plus dans ce que vous avez vu précédemment, c'est ce qu'on appelle une attention réactive. Là, il est dans une attention introspective. Tout son cerveau bouillonne. Ça veut dire que là, il est en train de trouver les solutions aux problèmes qui lui étaient posés tout à l'heure et il ne trouvait pas toutes les solutions. Vous voyez, ça, c'est ce qui va naître, par exemple, ce qu'on appelle la pensée hybride. Parce que tout le cerveau bouillonne, la partie qui traite le visuel, l'auditif, la planification du geste, tout ça est en activité. Donc, il y a des corrélations qui vont se faire. C'est ces pensées hybrides qui vont faire que, ah bah oui, un téléphone, mais pourquoi je suis bête? Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Oui, un téléphone qui était dans les années 60 en bakélite noir, qui permet à téléphoner. Aujourd'hui, le téléphone, il me permet de prendre des photos, il me permet à surfer, il me permet sur la toile, il me permet d'accéder à un répertoire de carnets d'adresses et éventuellement de téléphoner. Un téléphone me sert éventuellement à téléphoner. Mais cette pensée hybride ne peut venir que quand on est dans cette démarche-là, c'est-à-dire vagabondage intellectuel. Vous déconnectez. L'humain moderne aujourd'hui est trop connecté aux autres par le digital et pas assez connecté à lui-même. C'est pour ça que j'adore cette phrase de Poincaré qui dit, c'est le grand-père de la physique quantique, je trouve quand je ne cherche pas. Si vous voulez trouver des solutions à vos problèmes qui vous empoisonnent, qui vous empêchent même parfois de dormir, couchez-vous avec vos problèmes, le matin vous vous levez et vous avez la solution. Parce que ça, c'est ce qui peut arriver la nuit. C'est ce qui normalement arrive 3 ou 4 fois. C'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Voilà, avant de vous quitter, j'aimerais juste vous convaincre en vous montrant un site de ce grand danger qui nous menace, que j'appelle l'infobésité, le trop d'informations. Voilà, vous avez le nombre de terriens en temps réel. Nous sommes 7,6 milliards de terriens aujourd'hui à habiter la planète Terre. Est-ce qu'on peut descendre ? Allez-y. Hop, stop. Et allègrement, ces 7,6 milliards de terriens ont déjà envoyé 172 milliards de mails. Et par jour, ça c'est par jour. Le compteur se remet à 0 à minuit. Et par jour, si vous allez vous connecter sur ce site qui s'appelle
World Meters, vous constaterez que l'humanité par jour envoie 250 milliards de mails par jour. Pour 7,6 milliards. Vous faites le ratio, c'est un individu envoie en moyenne 35 mails par jour. Et comme tout le monde n'a pas accès à Internet, pas les Inuits, pas les... Eh bien, il y en a qui abusent. Et ils sont peut-être là dans la salle. Hein. Voilà, je vous laisse et je reviendrai tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup Pierre-Marie Liédot. Alors, on n'a pas fini de l'écouter puisqu'il revient pour la deuxième partie qui sera le cerveau du 21e siècle. Alors certains ont envoyé des SMS en tout cas pendant la conférence. Je ne sais pas s'ils ont traité leur mail, mais en tout cas ils ont envoyé quelques SMS. On va en garder pour tout à l'heure, mais je voudrais revenir sur quelques points que j'ai notés. Alors, info-obésité, vous en avez parlé. Comment le cerveau peut régler ça? Pas encore quelle est la solution. On nous a interrogés sur différents états modifiés du cerveau, ou en tout cas des actions qu'on peut avoir ou pas sur le cerveau. Méditation, tout ce qui tourne autour des états de transe chaman, l'hypnose, et on nous a interrogé aussi sur la cohérence cardiaque, parce que l'année dernière, on a eu une conférence cohérence cardiaque. J'aimerais bien savoir combien vous êtes dans la salle d'être bien appliqués avec vos exercices de cohérence cardiaque. Donc, vous êtes en super forme cette année. Et donc, comment ça agit sur notre cerveau? Alors, ça sera la première question. Merci d'épargner ma mémoire, donc de reprendre dans un ordre contre la chronologie, parce qu'effectivement, j'ai déjà oublié les premières questions. L'idée que toutes ces techniques, que ce soit la cohérence cardiaque, que ce soit le yoga, que ce soit la méditation, convergent vers justement un état mental, et on parle beaucoup des états de conscience modifiés, c'est-à-dire que notre conscience n'est pas binaire, c'est je suis dans le coma quand je dors ou parce que j'ai eu un accident et je suis éveillé, c'est qu'il y a tout un continuum d'états mentaux qui font que vous pouvez être concentré. D'ailleurs, je vous avais posé la question, combien de temps vous pensez-vous être concentré? Eh bien, la réponse, ça va vous rendre pessimiste pour le futur, mais on ne reste concentré que 12 minutes. L'idée, c'est qu'il existe des techniques, soit qu'on va utiliser comme la méditation pour chercher ce qu'on vient de voir tout à l'heure sur ce cerveau qui bouillonne. Voilà, ça c'est un état d'un cerveau d'un méditant. En l'occurrence, là, c'était le cerveau de celui qui s'était échappé de la machine parce que je l'avais abandonné. Et donc, il a fait appel au vagabondage intellectuel. Il a pu s'échapper. Mais il y a des techniques, c'est soit vous qui dites « Ah, là, ce qui me dit, ça m'intéresse », donc vous remontez dans l'échelle de l'éveil, de la concentration, ou on peut les utiliser venant de l'extérieur de votre corps. C'est comme ça que si je me mets devant vous avec un pendule, je mets « Aie confiance, tic-tac », puis je vais vous prendre votre porte-monnaie. C'est ça l'hypnose. C'est-à-dire que de l'extérieur, vous imposez un rythme dans votre cerveau. Parfois, c'est bien, ça peut permettre l'hypnose. Vous savez, par exemple, qu'à Liège, à l'université de Liège, il y a un centre hospitalier qui vient d'opérer son 1000e patient sous hypnose, la cage thoracique ouverte. Il ne faut pas vous réveiller. Hein. Et pourquoi fait-on ça? Mais parce que on sait qu'après 65 ans, quand on a une anesthésie générale, eh bien, quand on se réveille, il y a un déclin cognitif. On est descendu d'une marche, voilà. Et si on continue à avoir des opérations qui se répètent avec des anesthésies générales, il y a ce déclin cognitif qui va continuer. Donc, pour ceux qui peuvent, eh bien, la solution, c'est, après 65 ans, l'hypnose. Parce que l'hypnose n'a aucun effet secondaire sur l'état mental du sujet qui aura été anesthésié. Et la cohérence cardiaque, donc quand je vous dis que, par exemple, le pendule, la lumière stroboscopique, si je choisis des fréquences de lumière assez rapides, bien là, je vais vous mettre dans un état d'excitation tel que, parce que vous rentrez de boîte de nuit, il est 5 heures du matin, vous aimeriez vous coucher, vous vous couchez, effectivement, mais vous ne vous endormez pas. Votre cerveau est super éveillé, excité par la lumière. Tellement bien que des fois, il y a des malheureux qui meurent sur la route à cause de crises d'épilepsie
qui vont être déclenchés par cette alternance ombre-lumière, parce que vous roulez sous les platanes et qu'il y a un soleil très fort. Soit les massages. Pourquoi la cohérence cardiaque? Parce qu'on s'aperçoit, ça c'est la grande révolution des neurosciences, que tous ceux qui avaient travaillé sur un organe, en croyant qu'ils allaient comprendre le cerveau, ont compris à peine 30% de l'activité du cerveau. Parce que ce cerveau, en fait, il faut le voir comme un organe embarqué dans un corps. Et que le corps n'arrête pas de lui envoyer des messages. Et que le bien-être, c'est d'abord quel type de signaux je reçois de mes organes. Et ces organes-là communiquent avec le cerveau par un système dit autonome, parce que j'en ai pas la conscience et je ne peux pas prendre contrôle, et donc il est autonome, et il passe par notamment un nerf vague, et ce nerf vague, il est vague parce que anatomiquement on ne savait pas où il partait, on voyait partir du cerveau, mais on savait pas, on croyait qu'il se perdait dans le corps. Mais en fait, il palpe nos organes, et en les palpant, il renvoie des messages en disant, bon, en bas ça va là, hein. En bas ça va. Donc, des fois, la boule dans le ventre, elle est réelle. C'est-à-dire que les spasmes dans l'intestin envoient des signaux par ce lien électrique. Et donc, si vous voulez envoyer des signaux « je vais bien », eh bien, notamment, vous allez essayer de rentrer en phase entre la respiration et le rythme cardiaque. D'où ces méthodes qui permettent d'envoyer un signal qui va être cohérent. Et les organes disent « ça va, hein. En bas, nous, ça va. Donc, et toi, en haut, ça va aussi. » Vous voyez, vous pouvez être convaincu que vous êtes bien parce que vous êtes avec des amis qui n'arrêtent pas de rigoler. Et au bout d'un moment, on est dans l'imitation, on rigole et on est bien. Alors nous, sur scène, on va bien. Est-ce que vous, dans la salle, vous allez bien? Oui, bon, super. Alors, on peut continuer. Alors, il y avait plusieurs questions sur le lien entre intellect et émotion, entre ce que l'on ressent, l'affect, etc. Vous avez un peu répondu déjà avec le jeu de Go. Il y avait une question sur la philosophie du progrès, l'homme augmenté. On va la garder pour tout à l'heure, celle-ci, parce qu'on va parler dans la deuxième partie, justement, de l'homme du XXIe siècle. Une remarque par rapport aux émotions, au rationnel et à l'affect. Oui. Parce qu'elle est pertinente par rapport à la discussion qu'on vient juste d'avoir là. Ne pensez pas que les émotions, c'est dans la tête que ça se passe. Les émotions naissent dans le corps. Et le cerveau est l'interprète, un peu passionné de ce qui se passe dans le corps. Donc ne dites pas « je suis triste, donc je pleure ». C'est parce que je pleure que je deviens triste. Le « je deviens triste » est l'analyse de ce qui se passe dans le corps. Vous voyez, le cerveau est devant un tableau de bord et telle et telle lumière clignotant en rouge égale peur. Vous voyez, parce que le rythme cardiaque s'emballe, parce que j'ai expulsé le sang de la périphérie, donc vous le voyez sur un visage qui a chassé le sang parce que le visage devient blanc, eh bien, ce que vit l'autre, je peux le vivre et j'en finis par avoir peur. Vous voyez, vous pouvez injecter de l'adrénaline à quelqu'un qui est paisiblement assis comme vous et vous déclenchez une peur comme s'il était face à un lion. Vous voyez, donc les émotions, ça c'est tout le travail de Spinoza, nous naissent dans le corps et le cerveau écoute le corps. Si vous êtes quelqu'un de connecté à vous-même, l'injonction de Socrate, connais-toi toi-même, devient l'injonction de Yédo, connecte-toi toi-même. Et pour ça, j'ai de temps en temps besoin de me déconnecter des autres. Alors, il y avait beaucoup de questions sur les outils digitaux, mais là, on va se le garder aussi parce qu'il y aura cette deuxième partie. On a eu des questions sur les maladies neurovégétatives, comment est-ce qu'on peut les prévenir, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs du cerveau? Ça me permettra de faire une très, très bonne transition avec, justement, tout à l'heure, Maïve Vanchal. Oui, moi, je voudrais simplement dire que cette première partie-là avait pour objet de montrer qu'il y avait des règles de conduite à avoir qui allait justement déterminer ce cerveau, soit être dynamique, soit être figé. S'il est figé, il connaîtra la maladie. C'est ça qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que les maladies neurodégénératives sont vues comme la rupture d'un équilibre. Équilibre qui est de construction et de déconstruction. Et parmi les différents points, j'ai été très vite, mais l'ouverture au changement, on sait très bien que quelqu'un qui a une activité intellectuelle, ce n'est pas un vaccin. C'est « ah, moi, je ne serai jamais concerné ». Mais l'âge auquel la maladie va apparaître dépend étroitement du fait que cette personne ait été soit dans la routine, soit ait été face aux problèmes. Quels que soient les problèmes, elle en a eu, elle les a vaincus. C'est ça aussi, le sujet doit être actif, hein, pas passif.
Merci beaucoup. On va voir si justement Maï Panchal partage cette vision des maladies neurovégétatives et en particulier la maladie d'Alzheimer. Donc vous avez la directrice scientifique de la fondation Vaincre Alzheimer. C'est à vous, Maï. Merci. Alors, on avance, merci Jean-Marie pour cette première partie très intéressante sur les pouvoirs du cerveau. Et ce cerveau, oui, quelquefois défaille, et le cerveau peut être malade aussi. On va le voir là à l'occasion je vais faire un focus sur la maladie d'Alzheimer. Alors le but, évidemment, c'est pas de vous faire déprimer pour la fin de la journée, bien sûr. Le but, c'est un peu de vous expliquer exactement ce qu'est la maladie et surtout de vous présenter tous les traitements qu'il y a en cours, les avancées de la recherche et surtout ce qu'on peut faire en matière de prévention, parce que oui, je rejoins ce que dit Jean-Marie sur la protection et la prévention de notre cerveau. Alors, c'est peut-être là. Non ? Voilà, excusez-moi. Alors déjà, qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer ? Ça rejoint une question que j'ai vue. La maladie d'Alzheimer, ça n'est pas le vieillissement normal du cerveau. Ça, c'est très important. Ce n'est pas un processus normal. C'est une vraie maladie et elle est due à l'accumulation de protéines toxiques dans le cerveau. Ça, c'est extrêmement important parce qu'avant, je pense qu'on confondait avec la sénilité. Maintenant, on a une vraie définition de cette maladie. Et chez les personnes âgées qui peuvent certes avoir des problèmes de mémoire, si elles n'ont pas la maladie d'Alzheimer, elles n'ont pas ces deux protéines toxiques. Donc c'est extrêmement important parce que c'est une définition pathologique de la maladie. Alors, la maladie d'Alzheimer, elle évolue, elle a 3 stades, un stade débutant, un stade avancé et sévère. Comment elle se manifeste ? Souvent, on va dire, oui, j'ai des oublis, j'oublie mes clés, j'ai des pertes de mémoire. Il faut bien spécifier ce type d'oubli, parce que dans la maladie d'Alzheimer, c'est vraiment la perte de la mémoire récente qui est touchée. C'est-à-dire qu'on est dans l'incapacité à enregistrer les faits nouveaux. C'est-à-dire, j'ai mangé quelque chose à midi, on me pose la question 1 heure après, je ne suis pas capable de vous dire ce que j'ai mangé à midi. Donc c'est l'enregistrement de faits nouveaux, c'est la mémoire récente absolue qui est touchée, et non pas vos souvenirs passés. Donc ça, c'est très important. Et on a aussi un autre trait qui est en fait l'oubli de ses propres oublis. Souvent, en fait, on ne se rend pas compte de la gravité de nos oublis quand on est malade d'Alzheimer. Et c'est d'ailleurs souvent le proche ou la famille qui va consulter à la place de la personne qui ne se rend pas compte de la gravité. Donc c'est ce qu'on dit, on oublie ses propres oublis. Donc ça, c'est 2 traits vraiment particuliers de la maladie qui sont toujours présents dans le stade évolutif de cette pathologie. Et ensuite arrivent d'autres, évidemment, troubles à fur et à mesure que la maladie avance, parce qu'elle est quand même neurodégénérative. On a d'autres troubles tels que une incapacité à exécuter des gestes, des troubles du langage, et également la non-reconnaissance de certaines personnes, etc. Donc ça s'aggrave, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on a vraiment une dépendance de la personne qui ne peut plus vivre seule au quotidien. Alors, quelles sont les causes de la maladie ? Ça, la recherche a bien avancé, mais il faut savoir que dans moins de 0,1% des cas, les causes, elles sont génétiques. Donc, c'est extrêmement rare. Ce sont des familles entières qui sont touchées parce qu'on a des mutations qu'on connaît très bien et qui se rencontrent, en fait, à chaque génération. La mutation, elle est dominante, ce qu'on appelle autosomale dominante, et elle passe d'une génération à une autre. Et du coup, on a toujours 50% de risque de transmettre la mutation à sa descendance. Donc ça, c'est vrai que ce sont des cas assez précoces. Il y a des débuts de maladies de façon assez précoce avant 60 ans. Mais c'est extrêmement rare. Ça n'est pas du tout la majorité des cas. La majorité des cas, c'est ce qu'on appelle des formes sporadiques qui sont dues à des causes multifactorielles. C'est vraiment comme, malheureusement, le cancer. On a
plusieurs causes. On a une base, malheureusement, des facteurs de risque génétiques. On n'est pas égal face à la maladie. On a des familles touchées et d'autres qui ne le seront pas. Mais on a quand même, en plus de la prédisposition génétique, tout un tas de facteurs de risque qu'on rencontre tout au long de notre vie. Et ces facteurs de risque, souvent, ils sont modifiables. Donc ça, c'est important. On a les facteurs de risque cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le diabète, l'obésité. Tout ça, si c'est pris en charge, on peut retarder le développement de la maladie. On a également la prise de certains médicaments qu'il faut éviter, comme les benzodiazépines, tous ces neuroleptiques qui aggravent les troubles cognitifs. On a également la qualité du sommeil. Ça, c'est très important parce que ce sont des avancées récentes de la recherche. On s'est rendu compte que pendant le sommeil, on avait la capacité d'éliminer les protéines toxiques du cerveau. Et quand on a certains troubles du sommeil, eh bien, malheureusement, on les accumule. Donc, toutes ces choses-là, certes, il y a une prédisposition génétique, certes, la maladie arrive avec l'âge, mais heureusement, on peut vieillir, mon Dieu, sans maladie. Et surtout, on peut traiter tous ces facteurs-là, l'alimentation, un régime de type méditerranéen, ce sont des facteurs modifiables. Et ça, c'est extrêmement positif. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans le cerveau d'un malade d'Alzheimer? On va vous montrer une petite vidéo, elle dure 6 minutes. On fait un peu un zoom, on rentre dans le cerveau d'un malade d'Alzheimer et on essaie d'expliquer comment ça se passe. C'est assez important parce que, évidemment, vous allez avoir des termes un peu scientifiques, mais j'y reviendrai pour vraiment vous expliquer et vous montrer que ce n'est pas le vieillissement normal. Il y a vraiment des choses qui se passent qui sont pathologiques. Donc peut-être on peut passer le... Ah non, j'appuie. La maladie d'Alzheimer a été décrite pour la première fois en 1907 par le psychiatre allemand Alois Alzheimer. En réalisant l'étude histopathologique du cerveau de sa patiente, nommée Auguste D., qui était atteinte de démence, il mit en évidence la présence de 2 types de lésions dans le cerveau, les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires. Il conclut à une maladie singulière du cortex cérébral. 100 ans après, grâce aux techniques scientifiques actuelles, la recherche a fait un bond dans la compréhension de la maladie. Nous savons que le cerveau est constitué de neurones et qu'ils sont connectés entre eux pour former un vaste réseau. Ces connexions, appelées synapses, permettent de faire passer l'information d'un neurone à un autre. Dans la maladie d'Alzheimer, 10 à 15 ans avant l'apparition des premiers symptômes, 2 lésions principales se forment dans le cerveau. Les plaques séniles, constituées de la protéine bêta-amyloïde, et les dégénérescences neurofibrillaires, constituées de la protéine tau. Comment se forme la plaque sénile? À la surface des neurones, il existe une grande protéine appelée APP. Dans les conditions normales, l'APP est coupée à la surface des neurones et elle libère une protéine appelée bêta-amyloïde. Cette protéine bêta-amyloïde se dégrade ensuite dans l'organisme. Dans la maladie d'Alzheimer, il existe un déséquilibre. La protéine bêta-amyloïde n'est plus bien régulée et elle se retrouve en trop grande quantité. Elle s'agrège alors sous forme de fibrilles insolubles qui forment les plaques séniles. Comment se forment les dégénérescences neurofibrillaires? Lorsqu'un neurone communique avec un autre, un signal va du corps du neurone, dit soma, à la synapse pour transférer l'information. Ce signal passe à travers le squelette du neurone, constitué de microtubules. Ces microtubules sont stabilisés par la protéine tau normale. Dans la maladie d'Alzheimer, la protéine tau devient anormale. Elle est défectueuse et se détache des microtubules. De ce fait, le squelette du neurone se dissocie car il n'est plus maintenu. De son côté, la protéine tau anormale s'agrège dans le neurone. Sans squelette, les neurones dégénèrent et les connexions entre les neurones se perdent.
La protéine tau anormale qui s'agrège dans le neurone forme des filaments. On dit alors que l'accumulation de ces filaments constitue la dégénérescence neurofibrillaire. Elle provoque à terme la mort du neurone. Comment se propagent ces deux lésions dans le cerveau? Les dégénérescences neurofibrillaires et les plaques séniles ne suivent pas le même chemin dans le cerveau au cours du temps. Les dégénérescences neurofibrillaires se développent d'abord dans la région appelée l'hippocampe, essentielle à la mémoire et à l'apprentissage. Elles se propagent ensuite par un mouvement centrifuge à l'ensemble du cerveau. On observe alors une atrophie du cerveau, ce qui provoque un dysfonctionnement global. La progression de ces lésions correspond aux symptômes de la maladie qui débutent par les troubles de la mémoire, puis des troubles du langage, de reconnaissance et l'incapacité à exécuter des gestes. Qu'en est-il de la progression des plaques séniles? Elle est différente. Les plaques séniles se propagent d'abord dans le cortex, elles atteignent ensuite l'hippocampe, puis elles se propagent à l'ensemble du cerveau par un mouvement centripète. Leur progression n'est pas liée aux symptômes de la maladie. Mais de nombreuses questions restent encore sans réponse. Nous savons que la présence des deux lésions cérébrales est nécessaire pour développer la maladie d'Alzheimer, car l'une ne va pas sans l'autre. Mais quelle lésion arrive en premier? La dégénérescence neurofibrillaire ou la plaque sénile? La réponse est encore discutée. Plusieurs essais cliniques censés nettoyer le cerveau de ces plaques séniles ont échoué. En effet, cela ne suffit pas à éradiquer la maladie d'Alzheimer. On pense maintenant que bien avant la formation des plaques séniles, des petites formes de bêta-amyloïdes, appelées oligomères, seraient toxiques pour les neurones en perturbant leur communication au niveau des synapses. Ces oligomères toxiques et leur accumulation dans les plaques séniles seraient alors à l'origine des dégénérescences neurofibrillaires, elles-mêmes responsables des symptômes. Mais le lien entre la protéine bêta-amyloïde et la protéine tau est encore mal compris. Quel est le déroulement exact des mécanismes moléculaires qui amènent au développement de la démence? Quel est le rôle de la génétique et des facteurs de risques environnementaux dans la survenue de la maladie? La recherche scientifique est primordiale pour répondre à ces questions. Grâce aux chercheurs, on connaît de mieux en mieux la maladie d'Alzheimer dans sa complexité et de nouvelles voies permettent d'entrevoir des espoirs concrets pour éradiquer cette maladie dévastatrice. Alors ça en fait comme information. Alors c'était surtout, ce film-là, surtout, il permet de vous montrer que voilà, il y a des processus vraiment moléculaires qui se mettent en place dans la maladie et que c'est pour ça d'ailleurs que la recherche avance, parce qu'on va les cibler, ces molécules qui rendent toxiques le cerveau du coup entier. Et là, c'était juste une petite diapositive un peu pour vous rassembler ce qu'il faut retenir de ce film. Ce qui est important, c'est qu'on se rend compte que cette maladie, elle est silencieuse, elle est très lente en évolution, et on se rend compte que 10 à 15 ans avant les premiers symptômes, on a déjà ces lésions qui se forment dans le cerveau. Et ça va être le défi vraiment des chercheurs, d'essayer d'arriver à identifier les populations à risque très tôt, et arriver à mettre en place des approches de prévention pour éviter que ces lésions ne se forment. Et c'est pour ça que d'ailleurs, une des grandes avancées de la recherche, ça a été le diagnostic précoce, parce que maintenant, on arrive vraiment à diagnostiquer la maladie d'Alzheimer au tout début de sa forme. Et ça, c'est extrêmement important pour les avancées et de trouver un traitement. Donc là, c'était juste pour vous dire, vous voyez les deux lésions qu'on a. Et où en sont donc les recherches? Vous le voyez, c'est ce que je disais, finalement, le traitement de la maladie d'Alzheimer, ça ne va pas être un traitement, mais un continuum de traitement, parce qu'on va tout d'abord essayer d'identifier les personnes à haut risque de développer la maladie d'Alzheimer, et on va essayer de leur proposer des traitements de prévention.
Et pour les formes qui se sont déclarées, ce qu'on appelle les formes prodromales, c'est-à-dire des personnes qui ont des symptômes légers mais sans retentissement sur la vie quotidienne, on va essayer de trouver quand même des traitements médicamenteux qui modifient la maladie, c'est-à-dire qui essayent d'enlever ces 2 lésions que vous avez vues dans le film. Et on a également, évidemment, quand la maladie avance, on a des traitements qu'on peut mettre en place, des traitements symptomatiques, et aussi des thérapies non médicamenteuses. Je vais y revenir. Je vais essayer rapidement de vous montrer qu'il y a des traitements de prévention, parce que, comme je vous disais, il y a des facteurs de risque modifiables. Ça va avec ces facteurs de risque. Quand on a une richesse du réseau social, des activités intellectuelles, qu'on ne reste pas seul, qu'on lutte contre l'isolement social, un niveau d'éducation élevé. Pourquoi ? Parce qu'on a cette hypothèse de réserve cognitive. Plus on a fait travailler son cerveau, plus on arrive à retarder la maladie, parce qu'on arrive à compenser le début de la formation des lésions. L'activité physique régulière, ça c'est extrêmement important. Et évidemment, l'alimentation. On le sait maintenant, on a ce qu'on appelle des recherches sur le microbiote intestinal. On sait maintenant que c'est directement relié. La flore intestinale joue sur la formation des lésions dans le cerveau du malade d'Alzheimer. Et surtout, face à cette prévention, je dirais cette prévention primaire, on a une prévention secondaire, c'est-à-dire pour les personnes qui déjà ont une maladie en début de stade, on a des choses aussi qu'on peut éviter pour les aggraver. Ça, c'est extrêmement important, et ça, le médecin doit mettre ça en place très vite. On a certains médicaments qu'on ne doit absolument pas prendre et qui aggravent les troubles de la mémoire. On doit éviter une anesthésie générale qui aggrave vraiment la cognition. L'hospitalisation aussi, et évidemment éviter toute fièvre, c'est-à-dire essayer de se vacciner contre la grippe, éviter que les infections ne se développent. Tout ça, finalement, c'est assez simple, mais ça évite l'aggravation de la maladie. En termes de, je dirais, d'essais cliniques, c'est-à-dire vraiment, on va dire, la preuve scientifique que la prévention, ça marche. Eh bien, il y a eu une étude finlandaise, Finger, qui a proposé à des personnes âgées à haut risque de développer la maladie d'Alzheimer un programme assez global, ce qu'on appelle un programme multidomaine, où on leur a proposé de suivre une nutrition équilibrée, des stimulations de la mémoire, des activités cognitives, des activités physiques, et également une meilleure gestion de leur risque cardiovasculaire. Et il s'avère qu'il y a eu une vraie amélioration de leur mémoire chez des personnes qui ont un haut risque de développer la maladie. Donc ça, vous le voyez, ça c'est extrêmement important parce que c'est le futur. C'est pas cibler un domaine, mais vraiment un ensemble de choses. Et l'activité physique, on le sait tous que c'est important, que ça oxygène le cerveau. Mais il y a actuellement un essai clinique en cours, et il s'avère qu'ils ont vu qu'en proposant à des personnes qui ont déjà des troubles cognitifs légers, soit du stretching, soit une activité assez intense de type aérobique, eh bien c'est seulement l'activité de type aérobique qui a montré un effet bénéfique modéré. Alors, ça nous fait un gros programme, mais c'est surtout que ça n'est pas que l'activité physique seule. C'est pour vous dire que finalement, si on travaille sur tous les facteurs de risque modifiables tout au long de sa vie, on a une vraie protection de la maladie. Au niveau des traitements médicamenteux qui modifient la maladie, quand je dis modifier, c'est justement enlever ces 2 protéines toxiques qu'on a vues dans le film, A-bêta, bêta-amyloïde et tau. On a actuellement 126 molécules en cours d'essai clinique. Mais on ne vise pas seulement que ces 2 protéines, parce qu'on s'est rendu compte finalement qu'il fallait aussi une stratégie multicible. Il y a de l'inflammation dans le cerveau, il y a des problèmes vasculaires, il y a plein d'autres choses il y a de la neuroprotection. Donc là aussi, les chercheurs se sont rendus compte que ce n'était pas un traitement qu'on allait avoir, un traitement médicamenteux, mais une multitude de traitements. Et en bas, je vous ai juste montré, pour vous dire que finalement, la recherche fondamentale, celle qui va essayer d'identifier les causes de la maladie, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Quand on a un essai clinique en cours, il faut au moins attendre 15 ans avant d'avoir peut-être une molécule qui marche et qui est admise sur le marché. Et pendant ces 15 ans-là, la recherche fondamentale, elle continue à évoluer. Et donc, c'est toujours un peu un décalage, parce que le nouvel essai clinique, il va falloir qu'il incorpore les nouveautés de la recherche fondamentale. Et c'est pour ça que souvent, on a l'impression que la recherche n'avance pas. Mais
quand même, on apprend de ses erreurs et on adapte chaque nouveau essai clinique en fonction des avancées de la recherche. Donc ça prend du temps, mais on est assez optimiste. Au niveau des traitements symptomatiques, il y en a 4 sur le marché actuellement, mais il y en a d'autres qui sont en train d'être développés. En fait, on cible les troubles de la mémoire, mais on cible surtout les troubles psychocomportementaux qui sont associés à la maladie d'Alzheimer, l'agitation, l'agressivité, des fois des hallucinations. Et ça, il y a un vrai travail pour trouver des traitements qui sont bénéfiques pour ces troubles, mais surtout pour ces troubles psychocomportementaux, on a maintenant des thérapies non médicamenteuses très intéressantes. On sait au sein de toutes les institutions, les EHPAD qui mettent en place des choses comme la musicothérapie, la luminothérapie, la thérapie par réminiscence, la stimulation cognitive. Le personnel sait que ça marche, ils le sentent chez les patients, mais on n'a pas encore de preuves scientifiques avec un vrai essai, un essai clinique. Le seul essai thérapeutique qui a démontré un effet, c'est un essai français, l'ETNA 3. Ils ont comparé 3 stratégies non médicamenteuses, qui étaient la thérapie par réminiscence, où on vous montre des photos de votre enfance pour essayer de rappeler des souvenirs, une activité cognitive, qui est plutôt comment écrire une lettre, essayer d'écrire une carte postale, et également la prise en charge individuelle personnalisée, qui est en fait l'utilisation de toutes ces autres thérapies, musicothérapie, luminothérapie, mais vraiment ciblée selon la personnalité du patient. Si quelqu'un n'a jamais aimé la musique, ça ne sert à rien de lui faire de la musicothérapie. Il faut vraiment voir ce qui reste, ce que le patient a aimé dans sa vie. Ça, c'est très important. Et adapter la prise en charge. Et ces résultats ont montré que la prise en charge individuelle personnalisée arrivait à différer l'entrée en institution de 6 mois. C'est énorme, parce que économiquement, 6 mois d'EHPAD, ça coûte extrêmement cher. Et ces malades-là gardent leur autonomie, ils n'ont pas une baisse d'autonomie, et ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est une grande avancée, parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut personnaliser la prise en charge. Et on est vraiment, justement, dans cette médecine des 4 P, pour la prise en charge de la maladie d'Alzheimer, prédictive, préventive, personnalisée et participative. Mais je pense que Jean-Marie va peut-être reparler de cette médecine de 4P. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer toutes ces avancées, et on est plutôt confiant parce que finalement, les traitements, ils sont globaux, et c'est vraiment une prise en charge multidomaine et multicible. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, merci Maï Panchal. Alors, on a eu beaucoup d'informations, mais qui étaient très pédagogiques. Je pense que ça nous a tous éclairés justement sur la détection, l'évolution et les traitements de cette maladie. On entend beaucoup qu'il faut finalement prendre soin de soi et puis avoir des approches thérapeutiques qui soient individualisées. Donc, on est au début de passionnantes recherches. Alors, je vous propose, Maï, de vous asseoir donc, vers la table ronde, enfin la table carrée, là, en l'occurrence. On va réécouter, pour finir, maintenant, voilà, vous nous rejoignez, Pierre-Marie Yeddo, qui va nous parler cette fois-ci du cerveau du XXIe siècle. Donc, le XXIe siècle est déjà commencé. C'est ça. Le changement, c'est déjà. Le changement, c'est déjà maintenant, en quelque sorte. Oui, oui, oui. On vous écoute. Une chose, j'aimerais connaître le temps dont je dispose, simplement pour être concis. Il nous reste combien de temps à partager ensemble? Mes questions incluses? Et questions non incluses. Ah, j'ai 20 minutes devant moi. Oui, 20 minutes pour vous. Voilà. Je sais que sinon le temps est relatif et j'aurai beaucoup de retard. Donc, vraiment, voilà, ce qu'on a entendu dans les 2 exposés précédents, c'était d'une part ce qu'il fallait faire pour que ce cerveau puisse s'épanouir, et puis d'autre part ce qui peut advenir lorsqu'il a des défaillances. Dans tous les cas, et on l'a vu sur la dernière diapositive de Maï, dans tous les cas, s'il y a une seule et unique fonction à retenir du cerveau, c'est de déclencher de l'action. Donc, que l'on soit dans un cerveau sain ou
face à un cerveau qui commence à montrer un dysfonctionnement, la seule façon d'accompagner et d'être vraiment efficace, c'est l'action. Donc il va falloir aider ces personnes qu'elles puissent elles-mêmes agir et puissent déclencher de l'action. Donc il y a 3 types d'actions que notre cerveau sait déclencher. Il y a les premières actions classiques, elles sont automatiques, vous n'avez pas besoin d'aller à l'école, l'information est déjà dans le cerveau dès la naissance. Donc face à une punaise, quand j'appuie sur une table, je retire ma main immédiatement. Ça fait partie d'un répertoire dit automatique. Donc ce sont des actions que l'on sait déjà faire d'emblée. Deuxième type d'action que l'on va déclencher, eh bien c'est parce que l'on a été capable d'apprendre. Au début, je ne sais pas faire, et puis à force de répétition, je sais maintenant déclencher cette action. Vous voyez ici l'importance de l'apprentissage. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, des affects, du plaisir en l'occurrence. Je vous rappelle le chien de Pavlov qui apprend à saliver parce qu'il a trouvé la récompense dans la gamelle. Et puis, la troisième type d'action que l'on va déclencher, c'est l'action consciente, calculée, où on a essayé d'optimiser, en gros, ces actions-là. Et ça, c'est l'action qui n'est plus du cerveau en temps réel, mais comme je vous l'ai dit, avec notamment cette dimension du désir, c'est-à-dire d'une vision que l'on s'est faite, d'une image que l'on se fait du futur. Et c'est là où il faut bien prendre en compte qu'aujourd'hui, un des plus grands, peut-être, fléaux de notre société, c'est qu'elle ait banni le désir au profit du plaisir. C'est-à-dire que si je reprends ces 3 temps, on a le passé, la mémoire, et on a entendu évidemment ce qu'il peut advenir quand cette structure qui ressemble au cheval marin, qu'on appelle hippocampe, lorsqu'elle est altérée, évidemment, c'est la structure qui gère la formation de nos souvenirs. Donc si elle est en train de se détruire, la formation de nouveaux souvenirs ne pourra plus être effectuée. En revanche, les souvenirs que j'ai effectués à l'âge de 5-10 ans, je m'en souviens très bien. Mais par contre, les derniers souvenirs que je dois former, j'ai du mal à les former. Bon, ça c'est un rapport au temps passé. Ensuite, on a le présent du présent, donc je vous rappelle que là, c'est l'invitation à recommencer quand j'ai gagné, ou l'invitation à éviter de commettre tel et tel échec. Mais donc parce qu'il y a de la punition, parce qu'il y a du plaisir. Donc c'est le monde des affects. Le monde des affects, rappelez-vous, qui naît dans le corps et qui est interprété ensuite par le cerveau. Et puis le troisième temps, c'est l'idée que l'humanité se trouve là dans ce qu'on appelle les lobes frontaux. Pour les amateurs de statistiques, on appelle ça une machine bayésienne, c'est-à-dire c'est un cerveau qui nous porte dans le futur, c'est un cerveau projectif, c'est-à-dire qui fait des calculs. Si tu fais ça, tu auras ça, mais si tu fais ça, tu auras ça. Je ne sais pas si vous connaissez l'autoportrait de René Magritte. C'est en fait un peintre qui regarde un œuf et qui peint, vous savez quoi? Un oiseau. Ben, c'est ça. Le propre de l'humain, c'est de voir les objets devant nous, les situations en devenir. Et là, on est dans le désir. Eh bien, le bien-être, la santé mentale passe par un équilibre où le désir doit précéder le plaisir. Si vous voulez parler chimie, eh bien, on parlera de sérotonine qui doit précéder la dopamine. La dopamine, c'est le plaisir. Eh bien, si j'ai de la sérotonine avant la dopamine, je suis un être équilibré, ayant des désirs qui, par moment, arrivent à être assouvis, donc je vais retrouver du plaisir. Et puis, s'ils ne le sont pas, j'augmente par le désir la façon que j'aurai de me comporter pour enfin atteindre l'objet du désir, c'est-à-dire le plaisir. Donc, l'état mental du bien-être se caractérise par un équilibre entre plaisir et désir. Et vous avez ainsi, comme ça, une espèce de radioscopie qu'on peut faire de la population avec des sujets. Vous avez 2 axes ici, faible à fort, c'est le plaisir. On mesure en donnant des questionnaires. Tu aimes ce que tu fais? Vous demandez ça à l'école, vous demandez ça à des employés, vous demandez ça dans des associations. Tu aimes ce que tu fais? Et les gens vont répondre. Alors, il y a une vingtaine de questions, parce que vous voulez cacher un petit peu ce que vous voulez savoir. C'est-à-dire,
En gros, tu as le pouce en haut ou le pouce en bas. Vous voyez, l'index, il est faible ou fort. Et puis, il y a un autre index qui est l'engagement. Et là, dans le questionnaire, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ce sujet porte du désir. Eh bien, vous avez des sujets qu'on va trouver ici en bleu. Ce sont des sujets qui sont forts, porteurs qui ont du plaisir. Vous les interrogez, j'adore ce que je fais. Mais par contre, il n'y a pas de désir. Vous voyez, le barycentre de cette surface-là est plutôt dans le faible. Le désir est faible. J'adore ce que je fais, mais je ne porte pas de désir. Vous avez l'image inverse. Je les appelais ici les malheureux. Ils sont très engagés, ils portent du désir, mais le plaisir, au bout du compte, n'est pas à la rencontre de... Il n'est pas à la hauteur de ce qu'on avait estimé. Ce hiatus, au minimum, quand désir très fort et plaisir faible, s'appelle frustration. Quand il est très fort, ça s'appelle burn-out. Engagement total pour qu'un jour on ait du plaisir, mais au bout du compte, le plaisir n'est pas là. Pourquoi ? Parce que le patron de l'entreprise a oublié que ce qui est le plus gratifiant pour le cerveau, ce n'est pas la prime. Mais de quoi tu te plains ? Tu as une prime. Oui, il continuera à se plaindre, parce que ce qui est le plus gratifiant pour le cerveau, c'est la reconnaissance sociale. C'est de dire à l'autre combien on l'aime, combien il est vainqueur, combien il a réussi quand 30 avant lui ont failli. Vous voyez, c'est ça qu'il faut savoir dire. Et quand le sujet s'engage, c'est vrai ce que je vous dis là, c'est vrai pour l'école aussi, c'est la même chose. Il faut savoir donner des signes, de dire bravo, tu as réussi. Vous voyez ? Donc, quand on est dans l'équilibre, désir et plaisir, ben voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, on a engagé un petit groupe de chercheurs pour comprendre la loi des nombres, mais ça marche très facilement quand le groupe est inférieur à 25. Alors, soyez pas pessimistes je sais que cette association est énorme, mais il s'agit simplement de faire des business units, de petits groupes de travail. Vous voyez ? S'il est inférieur à 25, il y a une contagion désir et plaisir. Et on se trouve là-haut. C'est le propre des startups. Et enfin, cela, on ne va pas épiloguer parce que ni désir ni plaisir dans votre comportement, et ce n'est pas pérenne. Le sujet, là, dans le milieu de l'entreprise, il quittera la boîte ou la boîte va le virer. Mais alors que les trois autres situations sont des situations qui peuvent durer, cette situation où quand dans le comportement, on ne rencontre pas le plaisir et qu'on n'a pas eu du désir, ce n'est pas pérenne. Pour vous montrer combien la dynamique cérébrale dépend de cette fameuse alchimie du cerveau, la chimie du bonheur ou la chimie du bien-être et la chimie de la souffrance mentale, du mal-être, je vais vous montrer ici cette diapositive ou ce film, si vous pouvez démarrer s'il vous plaît le film. Voilà, ici vous avez un bébé neurone qui a 4 semaines, tiré en fait de cellules de la peau qu'on a dérivées en neurones. Donc le sujet qui a donné ces cellules-là avait 49 ans. Et ce que vous allez voir, c'est qu'on va ensuite faire baigner autour de cette cellule une alchimie particulière. Vous voyez ici, il y a un frein. La cellule ne peut plus migrer, ne peut plus voyager. Et puis là, maintenant, vous faites le constat que l'encre n'est plus présente. C'est-à-dire que cette cellule est dépêchée, elle est pressée d'arriver et intégrer les circuits qui lui disent « Tiens, c'est par ici qu'il faut venir. Je découvre les joies du sudoku, par exemple. » Eh bien, ici, c'est la sérotonine qu'on a mis. Vous voyez ? Le désir ou le bonheur qu'on va trouver ici, juste matérialisé par le fait d'avoir mis 10 micromolaires, peu importe, une quantité vraiment infinitésimale dans la boîte pour mimer le sujet qui est dans le bien-être. Et ce que vous avez juste vu avant, où le voile est présent, c'est soit l'équivalent d'un somnifère, soit c'est l'équivalent d'une hormone qu'on sécrète malheureusement quand on est face à l'adversité chronique. C'est ce qu'on appelle l'hormone du stress chronique, c'est le cortisol. Vous voyez combien le cerveau stressé peut lui-même déclencher des maladies, c'est-à-dire qu'il y a parfois, et j'aime bien cette diapositive qui montrait la part génétique de la maladie d'Alzheimer, infime, par rapport ensuite à l'environnement, à ce qu'on fait, ce qu'on boit, ce qu'on mange, comment nous nous comportons, comment nous vivons. Vous voyez ? C'est pas rien d'avoir des épisodes de stress chroniques. Ce n'est pas rien pour le cerveau. Ça laisse des marques qui peuvent quasiment entraîner une forme de suicide. Je développe une maladie. J'ai le cortisol très élevé, mon système immunitaire
est réfréné et je peux développer des cancers suite à des chocs, des traumatismes psychologiques. Alors, on va avancer, mais juste, je voulais rapidement vous montrer combien ce cerveau est dynamique. Ici, c'est pour vous montrer qu'un cerveau, même d'un enfant, n'est pas forcément dynamique si on ne prend pas soin de lui donner du désir et du plaisir. Ces enfants-là ont été trouvés au conservatoire. Quand les parents ne sont pas là, on leur pose la question « C'est toi qui as choisi le violon ?» Non. Donc il n'y avait pas de désir. Et puis, je ne dis pas que tous les enfants sont comme ça, mais on peut en trouver. Et quand ils vont pratiquer, on leur demande de renseigner un portail sur Internet, et vous voyez ici des enfants qui ont dit « j'aime pas ». Donc il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de désir. Eh bien, il va falloir attendre 7 années de pratique pour que, quand l'enfant, donc commençant à être observé à 7 ans, il va falloir attendre qu'il atteigne l'âge de 14 ans pour que, enfin, dans son cerveau, on puisse voir un miracle apparaître, une nouvelle compétence. Quelle est-elle? L'enfant est allongé, il entend un pianiste jouer. Donc, cette note vient stimuler cette partie du cerveau que Dieu ou la nature, selon votre point de vue, a voulu dédier à l'audition. Donc, il n'y a rien de surnaturel, c'est normal. Ce qui est nouveau, c'est que vous avez cette région qui vient maintenant de s'engager quand l'enfant entend une note. Quelle est cette région-là? Elle est dédiée à la planification du geste. C'est-à-dire que l'enfant, en entendant une note, maintenant, c'est lui-même où il appuierait dans l'espace sur un clavier. Et vous faites la manip inverse, c'est-à-dire vous lui tendez un clavier en mousse, il appuie, donc il active d'abord cette région, et bien ensuite, il y a un phénomène de réverbérance qui va faire qu'il entend les notes, alors que ce clavier il est en mousse, il n'y a pas une seule note. Mais attention, comme disait Churchill, cette année, dans le sang, les larmes et la sueur. Quand désir et plaisir ne sont pas là, c'est dans la peine et la difficulté qu'il va falloir être très patient pour voir germer des nouvelles compétences. Et plus rapidement, maintenant, des sujets qui vont connaître le désir, parce que pendant 6 mois, on va alors vanter les mérites de la cécité. Vous voyez, c'est paradoxal. On leur dit, quand vous allez être aveugle, ça va être génial. On leur explique, donc par des mémos, tous les vendredis soirs, combien l'humain est dominé par le visuel. Et donc, si vous fermez les yeux, vous allez pouvoir décupler les autres modalités sensorielles. Vous savez que quand quelqu'un vous a cuisiné un petit plat, dès qu'il vous met ça dans la bouche, il vous dit « Alors, dis-moi ce que j'ai mis comme épice ». Qu'est-ce que vous faites? Vous fermez les yeux. Pour justement mobiliser un peu plus d'énergie à cette modalité sensorielle. Donc, on leur explique qu'ils vont frissonner dès qu'on va les caresser avec une plume, qu'ils vont être capables d'entendre 3 discussions en même temps, qu'ils vont être capables de sentir des odeurs qu'ils n'ont pas l'habitude de sentir, etc., etc. Arrive le jour J, 6 mois plus tard, ils vont vivre cette expérience de cécité. Et regardez, 5 jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est les non-voyants et les voyants. Vous voyez ici une différence. C'est-à-dire que quand les non-voyants mettent leurs doigts dans une boîte, à l'intérieur de laquelle vous avez cette cible, ils touchent la cible, ils sont invités 5 secondes plus tard à retirer le doigt et 10 secondes plus tard à remettre le doigt sur la cible. Eh bien, quand ils viennent retoucher la deuxième fois, ils doivent nous dire « ça a changé » ou « ça n'a pas changé ». Parce que par-dessous la table, on peut tourner la cible. Eh bien, ceux qui ont été plongés dans la cécité juste 5 jours, c'est pas long, hein, eh bien, sont capables de discriminer des mouvements que nous ne sommes pas capables, c'est-à-dire le différent entre les non-voyants et les voyants, c'est 15 degrés de rotation. 15 degrés de rotation et les non-voyants mettent le doigt et disent « mais oui, ça a bougé ». D'où vient cette performance? Quand vous regardez ce qui se passe dans leur cerveau, vous avez cette région jaune et cette région bleue. La bleue est dédiée au toucher. Mais je vous rappelle que pendant 5 jours, savoir reconnaître des objets qui vous entourent, vous voulez manger par exemple, vous voulez savoir si ce que vous êtes en train d'enfoncer n'est pas la paire de ciseaux, mais bien la fourchette. Vous voyez, donc c'est très important le tactile. Ça veut dire que pendant 5 jours et 5 nuits, quasiment, cette région bleue, elle a été débordée. Il y a des commandes, il faut travailler. Mais par contre, la région jaune que Dieu ou la nature avait décidé de connecter à la rétine, elle est au chômage. Bien, la région bleue, au-dessus, parce qu'il y a eu du désir pendant 6 mois, elle a été capable, dans cette difficulté-là, de venir recapturer, c'est pour ça que c'est du recyclage, et de dire que, tiens, puisque toi, normalement, tu es fait pour la vision, mais il n'y a plus rien qui arrive de la rétine, eh bien maintenant, tu vas travailler avec le doigt. Et c'est pour ça que ces sujets sont meilleurs que nous. Parce que quand ils mettent leur doigt dans la boîte, et quand ils touchent, ils y ont mis aussi des yeux. Ils ont des yeux au bout des doigts.
C'est-à-dire qu'en touchant, ils ont des images mentales, visuelles. C'est pour ça qu'ils sont capables de dire « Ah, ça a bougé de 15 degrés », parce qu'ils touchent et ils voient en même temps. À condition d'avoir vécu le bonheur, le désir, le désir, il y avait un objectif, et ensuite le plaisir quand je suis dans le temps présent, que je vis ce que j'ai simulé mentalement. On va avancer pour venir sur cette dernière partie qui est le cerveau social. C'est vraiment ici pour vous montrer que, puisqu'on a ici un thème sur la maladie d'Alzheimer, on est sur l'exploration du cerveau inconnu, j'aimerais que vous partiez avec cette idée-là que l'humain est un cerveau unique, que le rôle, par exemple, des aidants dans la maladie d'Alzheimer est peut-être aussi important que la molécule qu'on va prendre pour guérir. Il y a besoin des deux. Et pour ça, j'aimerais vous montrer combien notre cerveau est unique, puisqu'il faut le considérer comme une chambre d'écho de l'autre. Quand vous êtes dans les rapports à l'autre, eh bien, nous avons des activités mentales qui ne dépendent pas de nous, mais qui dépendent de celui qui est en face de moi. Il y a donc une véritable anthropologie de l'altérité. Il y a des véritables mécanismes, maintenant qu'on est en train d'élucider, sur le fait qu'une partie de notre cerveau nous échappe, mais travaille avec les autres. Quand vous voyez des animaux dans la nature, vous arrivez à les attraper, vous les pesez, poids corporel, vous vous rendez compte qu'il y a une loi naturelle qui veut que vous ayez un cerveau proportionnel, le cerveau est là, la taille du cerveau est là, proportionnelle au poids du corps, vous voyez ? C'est normal puisque le cerveau est censé gérer le corps. Donc, qu'il y ait un facteur de proportionnalité, c'est normal. Vous avez des animaux qui se sont fait voler par Dieu ou la nature. Enfin, en tout cas, ils sont en droit de réclamer un peu plus de matière grise. Vous voyez, l'hippopotame, vu son poids, son cerveau devrait être un peu plus gros. Je viens de recevoir le cliché du cerveau de Trump. Et il est là. Mais vous avez déjà constaté qu'il y a des espèces qui sont au-dessus de cette droite orange, qui est la loi naturelle. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, les trois espèces ? Ils vivent en groupe. Ils ont inventé le soin à l'autre. Ils portent assistance à l'autre. Si vous prenez tous les primates non humains, quand vous avez un coefficient de 1, c'est que vous avez un cerveau proportionnel au corps. Quel est le primate qui a un cerveau quasi proportionnel au corps ? Donc vous voyez, son coefficient est de 1, même il est proportionnel. Pardon, je reviens en arrière. Ici, l'espèce J a un cerveau proportionnel au corps, oui, mais parce qu'il vit. La taille du groupe social, c'est 1,3. Ça veut dire que c'est un célibataire endurci. Et qu'il va vivre la virgule 3, c'est qu'il va vivre en couple le temps de copuler, et puis après, il repart, il est seul. Dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin d'un excédent de matière grise. Vous avez juste ce que la nature a prévu pour votre corps, puisque vous êtes tourné vers vous-même. En revanche, regardez bien ce qui se passe. Vous avez un cerveau, c'est logarithmique 2 fois plus gros, 3 fois plus gros, 4 fois plus gros, 5 fois plus gros, en fonction de la taille du groupe social dans lequel vous évoluez. Ça, c'est un message positif à Twitter, à Facebook, et tous ces objets qu'aujourd'hui, l'on a pour être en contact et palper le pouls des autres. Dans les messages qu'on envoie, ce n'est pas la critique de la raison pure, c'est plutôt « t'es où là ?» Mais parce que je veux partager avec toi. On est dans l'affectif, on n'est pas dans le rationnel, le cognitif. Et ceux qui ont inventé ça, les premiers, c'est Cro-Magnon, les premiers de la branche d'Homo sapiens. Ils ont inventé le care en anglais, c'est-à-dire le soin à l'autre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont constaté que celui qui vient de naître, il n'est pas fini. Et si vous avez des enfants de 20 ans, vous savez qu'ils ne sont toujours pas finis. Alors qu'un poulain qui vient de naître, en 20 minutes, il est capable de suivre la horde. D'ailleurs, s'il n'est pas capable de suivre la horde,
il sera mangé par un renard, un loup ou un chien errant. C'est du darwinisme, c'est de la sélection, élimination, prédation. Eh bien, nos ancêtres, comme lui par exemple, Néandertal, étaient basés sur la sélection, l'élimination et la prédation. Quand il partait à la chasse, s'il perdait ses armes, celui qui le suivait, eh bien, il voyait ça, il disait « chouette, ça va être pour moi la proie ». Il est dans la compétition. L'Homo sapiens, il se dit que lui, il n'est pas fini et il va falloir l'accompagner. C'est-à-dire que l'Homo sapiens qui part, ou Cro-Magnon qui part à la chasse, eh bien, si le premier de cordée, comme disait l'autre, voit ses armes tomber, eh bien, on va le lui ramasser pour le lui donner parce qu'on s'est fait l'image mentale de se dire « Ah ben moi, si j'étais à ta place, face à un phacochère qui vient vers moi, j'aimerais bien avoir de quoi me défendre. » Donc, j'ai ce dispositif intellectuel qui me permet de quitter mon corps et de rentrer dans le corps de l'autre et de voir le monde au travers des yeux et des oreilles de l'autre. Vous savez bien, quand on va au cinéma avec une personne qu'on aime bien, on est en train de voir le film avec 4 yeux. C'est ça, c'est une attitude que l'humain est le seul à avoir inventée, de se glisser dans la peau de l'autre et de voir le monde à travers les yeux de l'autre. C'est le Einfühlung qui avait été théorisé par les historiens de l'art vers Vienne en 1880, où il s'était dit, c'est quoi une art? C'est quoi une œuvre d'art? C'est quoi l'impression de l'esthétisme? Eh bien, ils étaient arrivés à cette idée que l'œuvre une art qui va vous impacter, c'est quand un artiste est venu coller ses émotions. Et vous êtes devant cette œuvre d'art, vous recevez ces émotions. En gros, quand je suis devant Guernica, c'est un miroir. Et je vois Pablo Picasso à ma droite. Et je vois son visage. Parce que c'est notamment au travers du visage et le langage non verbal que l'on reçoit les émotions. Je crois que mon temps imparti est écoulé, alors que j'ai juste fini mon introduction. Voilà les formes de cerveau social que donc, on est capable de dégager. Vous avez un footballeur qui vient de rater un penalty, il a mis les mains sur la tête, ça c'est le cerveau des croyances, il croit qu'une divinité viendra le punir. Mais ce qui est intéressant, c'est que ceux qui le regardent, et il y en a 80 000 dans l'arène, ont les mains sur la tête. Vous voyez, c'est l'imitation du comportement parce que je suis empathique avec l'autre. Je mets les mains sur la tête parce que très vite, cette résonance comportementale, cette imitation comportementale, déclenche une autre imitation, c'est émotionnel. Celui qui n'a pas bougé là, d'1 millimètre, parce qu'il vient de prendre la même position, il reçoit une décharge d'adrénaline. Lui, il est dans la décharge d'adrénaline, c'est normal, il est dans l'échec. Mais lui, il n'a pas bougé d'1 millimètre, et bien pourtant, il est dans la décharge d'adrénaline. Vous aurez l'adhésion des autres sur vos points de vue que quand vous allez utiliser ce cerveau social. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un sentiment d'appartenance qui doit marcher. Lui, il met les mains sur la tête parce qu'il a un maillot rouge. Il y en a 2 qui n'ont pas les mains sur la tête. Ils ont mis un maillot jaune. Je ne suis pas dans l'inclusion. Résonance affective, émotionnelle, normalement, sauf les serial killers, n'ont pas mal au doigt. Vous voyez, si je vois quelqu'un se blesser, eh bien, je reçois la douleur, je la ressens et je la reçois comme si c'était mon doigt. C'est ça qui est à la base des jugements moraux. Prenez la table de Moïse, tu ne veux pas faire à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, eh bien, c'est parce que quand je vois quelqu'un qui est blessé, eh bien, c'est comme si c'était moi qui étais blessé. En revanche, si ce quelqu'un vient d'arracher un sac à main et qui se blesse, j'ai pas mal là, je lui mettrai les pieds sur le dos en attendant que la police l'arrête. C'est un jugement moral. Vous voyez que la base des jugements moraux la base est basée sur l'existence de ce cerveau. Là, c'est intéressant de montrer que quand vous mettez quelqu'un sous un scanner et vous le faites mal, ça arrive, on paye les gens pour ça. Vous le pincez, vous activez cette région-là qu'on appelle le cortex singulaire. Si vous voulez bien faire dans les dîners en ville, quand vous avez mal, par exemple, vous dites « Oh, je sens mon cortex singulaire s'enflammer ». C'est ici. Mais, par exemple, la personne, elle est affamée, ou la personne est assoiffée, ou la personne est bâillonnée, elle ne peut plus respirer. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? On active toujours la même région, le cortex singulaire, qui est en fait un clignotant « Attention, danger sur toi ». Bien, regardez ce qui se passe maintenant. La personne est allongée, elle regarde un film. Je vous avertis, ce ne sont que des acteurs qui jouent. C'est un clodo qui fait la manche
et il tient une coupole, une coupelle où on met de l'argent. Il y a des skinheads qui vont passer, des punks qui vont passer, et ils lui mettent un coup de pied dans la gamelle, et les pièces vont partir, rouler, tomber dans une plaque d'égout, c'est fini. Il a tout perdu. Un autre qui va lui mettre un coup de poing dans le visage, un autre, un coup de pied dans les côtes. Quand vous êtes là, en train de regarder cette scène, regardez où ça s'active. Le rejet social de l'autre, c'est une violence physique qui nous est faite. Bon, ben écoutez, je vais m'arrêter là. Alors, juste pour vous dire que, je vous promets, là, c'est la dernière diapositive. J'ai voulu vous convaincre que l'espèce humaine est une espèce hautement sociale, et pendant ce temps-là, je vous ai vu un peu réfractaire en vous disant, là, il abuse. J'ai regardé sur Arte hier un documentaire qui nous disait que les fourmis sont très sociales. Et oui, les abeilles aussi. Vous avez ici les abeilles qui vont se suicider. Elles vont mourir parce qu'elles vont venir se battre contre le frelon asiatique, le fameux péril jaune d'Édith Cresson. Ces abeilles, elles vont mourir, mais donc c'est par altruisme, elles vont agir pour elles-mêmes et par elles-mêmes. Vous voyez, c'est pas parce qu'elle a des gros yeux qu'elle est en train de prendre le point de vue de l'autre. Ce dont je vous ai parlé, cette forme d'empathie est unique et inventée par l'humain seul, c'est-à-dire que nous voyons le monde au travers des autres. C'est pour ça que je terminerai par cette maxime d'un proverbe perse, si tu as 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que tu ne parles. C'est pour ça qu'il faut que je me taise. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Pierre-Marie Yeddo. Bon, je suis en train de sécréter un peu de cortisol parce qu'il y a une voiture qui vous attend à 18h pour rejoindre l'aéroport. Donc, je vais vous laisser le choix entre quelques questions et vous allez répondre dans le temps qui vous reste, c'est-à-dire 5 minutes. Voilà, je renvoie le cortisol, hein. Aux questions qui sont sorties, qui se sont affichées tout à l'heure. Est-ce qu'on revient au numérique? Vous avez dit que c'était une nouvelle révolution par rapport à l'écriture. Donc, qu'est-ce que ça va changer dans notre cerveau? Est-ce qu'on va perdre des capacités? Est-ce qu'on va en gagner de nouvelles? Est-ce que notre plasticité du cerveau est infinie? Est-ce que ça veut dire que si on donne, on n'est plus dans la connaissance, dans le savoir, est-ce qu'on va être encore capable ou non d'innover? Voilà, toutes ces questions autour de la conséquence en fait de nos usages numériques. Alors ça, c'est celle que je vous propose. Pour gagner Elle vous va? Allez, on y va. Temps, je veux dire, oui, est-ce qu'on va changer notre cerveau? Oui, voilà. Une autre question. Alors maintenant, la deuxième, c'est comment? Non, en fait, on va changer, et on est en train de changer, parce que vous avez des ébauches déjà de cerveau social, de soins à l'autre. Par exemple, vous prenez des babouins, des chimpanzés, vous allez voir, il y a une relation comme ça d'attention à l'autre, mais c'est de relation dominant à dominé. Celui qui a le dos un peu gris, là, c'est qu'il a un taux de testostérone très élevé. Donc, c'est le pacha, quoi. On va venir s'occuper de lui. Mais c'est une relation d'individu à individu. Eh bien, nous, quand on tient un portable, c'est pas une personne qui est derrière, c'est 350. Donc là où on est en train d'évoluer, et là où l'humanité est en train d'évoluer, c'est justement vers l'empathie. C'est vers le fait qu'avant, on pouvait apprendre que, voilà, il y en avait des morts qui étaient là, et bon, on disait, ouais, c'est normal, ça arrive. Aujourd'hui, on aura du mal à accepter qu'un bébé meure sur une plage. Et d'ailleurs, ça a conduit Angela Merkel à ouvrir les frontières, parce qu'il y a eu une photo. Alors, c'est ça où l'humanité est en train d'être dans une empathie qui devient presque mondiale, avec un seul danger quand même, c'est la manipulation des opinions publiques par l'excès d'empathie. Alors, il y a eu justement une question sur la pensée unique, c'est-à-dire qu'à force de partager tous ces réseaux, est-ce que le cerveau a encore de la place pour réfléchir et se faire sa propre opinion? Alors, la question de la place, elle a été résolue parce que je vous ai montré cette croissance exponentielle. On est arrivé à 1500 cm3. Vous ne dites pas que dans 50 ans ou 100 ans, on va être à 1600, 1800. Non, on est au taquet. Donc, on est au taquet parce que pour des raisons de contingence énergétique, déjà cet organe qui fait 2% du poids corporel entre mes oreilles, il se permet de consommer 40% d'énergie.
Donc s'il continue à développer, j'aurai plus rien pour les muscles, la sécrétion d'hormones et digérer. Donc il est au taquet. Et c'est ce qui s'est passé dans les années 50, c'est du coup on a externalisé la pensée. On a voulu extraire de notre cerveau tout ce qui était automatique et qui fatigue. Donc les algorithmes, le big data, c'est du biomimétisme. Voilà, mais ça veut dire qu'il faut bien se concentrer sur qu'est-ce qu'on n'a pas délégué et qu'on ne pourra jamais déléguer. Une machine, elle n'a pas un corps, donc elle ne peut pas avoir d'émotion. Et si elle n'a pas d'émotion, il y a plein de décisions qu'on peut prendre qui sont les meilleures, par exemple, par l'intuition, quand on se nourrit sur les émotions, qu'une machine ne peut pas prendre. Vous l'avez vu sur le jeu de Go. J'ai été interrogé il y a un mois par un journaliste sur une radio et qui me dit qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle. Il me dit ça peut être ça ou ça peut être ça. Et je réponds, et vous allez comprendre, les deux mon général. Et à ce moment-là, en disant ça, je me rappelle d'un truc qui était intéressant à ce moment-là, c'est de lui dire et sachez que si vous étiez un algorithme, vous penseriez que ce sont deux militaires qui parlent ensemble. Alors que je suis dans l'humour, je suis dans la dérision, je suis dans le deuxième degré. Eh bien ça, l'algorithme, il ne pourra pas faire. Et c'est ce qui s'est passé il y a 5 ans, on a failli, ou un peu plus, 10 ans, on a failli avoir une guerre nucléaire. Sauf qu'on a eu, heureusement, un ingénieur, soldat russe, qui s'est dit, c'est pas possible qu'on nous attaque de cette façon-là. S'il y avait vraiment une attaque, parce qu'il était devant des écrans, et il a vu 5 menaces d'ogives nucléaires partir de territoires différents de l'Europe. L'intelligence artificielle, dans l'automatisme, aurait décidé de, hop, on envoie les missiles, et il y aurait eu une guerre nucléaire. Et en fait, parce qu'il avait de l'expérience, il s'est dit, les pays européens n'attaqueraient pas comme ça. Et donc, il s'est dit, je pense que la machine est fausse. Si celui qui pilotait le Rio-Paris avait agi comme ça, il serait aujourd'hui avec nous. Et vous savez ce qui s'est passé? On était devant l'infobésité, c'est-à-dire le pilote pilotant, et il avait une avalanche de données, et qui lui disait monte les moteurs, monte les moteurs, monte les moteurs, monte les moteurs, et il donnait les ordres au commandant qui était à côté de lui, au copilote, pardon, voilà, et le copilote, beaucoup plus âgé que lui, et ça est resté parce qu'on a trouvé la boîte noire, hein, et il lui dit au bout d'un moment, non mon commandant, je crois que là, il y a des erreurs dans les informations qu'on reçoit. Il lui dit, s'il vous plaît, allez-y, montez les moteurs. Le grade, il avait 4 barrettes, l'autre il en avait 3. Eh bien, finalement, est arrivé ce qui ne devait pas arriver, c'est-à-dire qu'ils ont décroché et l'avion est tombé par un excès d'information et le manque de distanciation. Vous voyez? Et ça, c'est l'humain qui peut faire ça, pas la machine. Mais alors, il vous reste 1 minute pour juste nous dire comment on forme justement le discernement et... Vous voulez me chasser? Vous ne m'aimez pas? Moi, je vous aime. Ça y est, il est dans le désir. Alors, on n'aura pas le temps pour le plaisir, hein. Voilà, ça. On ne consommera pas. On ne consommera pas ce soir. Donc, je voulais dire comment on forme au discernement, parce que quel est le rôle des pédagogues, des associations comme nous, des enseignants, des parents? Comment on forme au discernement? Là normalement, j'ai 2 heures pour aborder ce sujet-là. mais vous avez raison, de cultiver le doute. Par toutes ces informations qu'on reçoit bien trop facilement maintenant, la seule contre-attaque aujourd'hui qu'il faille introduire chez nos enfants, nos collègues, ceux qu'on aime, etc., c'est de cultiver le désir d'abord, hein, pas tout de suite et maintenant, mais tu attendras. Il y a une notion d'effort que je n'ai pas eu le temps de montrer. Dans le désir, c'est pas passif, mais on doit être actif. Et enfin, c'est de cultiver le doute. Dans le pays de Descartes, c'est quand même incroyable que le doute, ça soit une dimension qui disparaisse aujourd'hui. C'est-à-dire que je l'ai lu sur la toile, donc forcément c'est vrai. Et la façon qu'on peut avoir pour cultiver le doute, c'est toujours d'avoir... Je ne suis pas pourtant un fan de l'histoire, j'étais très mauvais à l'école, mais c'est une dimension historique. De quoi qu'il en soit, dans n'importe quoi, il y a toujours une dimension historique. Quand on l'apprend, forcément, on est enclin au doute. Alors j'ai une question pour vous, Maï, qui a été posée tout à l'heure quand vous avez fait votre exposé sur la maladie d'Alzheimer. Puisqu'on sait qu'il y a des facteurs prédéterminants, est-ce que ça aurait son intérêt de faire du dépistage justement de cette maladie?
Alors, non. En fait, le dépistage, on parle de dépistage quand on a une maladie dont on a un traitement. Et on parle de dépistage quand on veut dépister la population entière pour détecter une maladie et la soigner. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas le cas, et c'est pour ça qu'on parle de diagnostic et non de dépistage. On parle de diagnostic quand on a des premiers troubles ou qu'on s'inquiète de sa mémoire. Ça c'est important. Mais un dépistage massif et vivre avec une épée de Damoclès, c'est qu'est-ce qu'on va vous dire? Parce que quand même, on s'est diagnostiqué au tout premier début de la maladie, mais 15 ans avant le début des symptômes, on ne sait pas encore. Hein. Donc là, ça va être difficile de vous dire, écoutez, on a analysé votre ADN, vous avez 55% de chance d'avoir une maladie d'Alzheimer. Bon, les pourcentages de risque, si on fait ça avec toutes les maladies, on ne dort plus. Donc ça n'a pas d'intérêt. Surtout si on cumule toutes les probabilités, on arrive à 300%. 300%. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci de nous avoir permis d'abord de comprendre des choses qui sont évidemment très complexes, puisque il y a des travaux de chercheurs importants derrière tout ça. Merci de nous avoir présenté ça de manière simple, humoristique, sympathique évidemment, de dédramatiser tout ce qui nous attend ou pas. On a terminé notre conférence, donc je voudrais que vous applaudissiez très fort Pierre-Marie Yedot et Maï Panchal. Merci beaucoup.